Bonjour à tous, nouveau concept aujourd'hui pour la chaîne. Je vais faire un petit récap des tweets de la semaine parce que je pense que des choses intéressantes se sont passées. Donc allez, c'est parti, on commence dès maintenant. Tout d'abord, l'extrême droite s'effondre en Roumanie. Ça a été vraiment un séisme politique en Europe. Georges Simion, qu'on pensait qu'il risquait de devenir président, a perdu. Et c'est Nicu Orban, le candidat pro-UE, qui va être président de la Roumanie. Alors évidemment, ça c'est une excellente nouvelle, c'est absolument super. Surtout que la Roumanie est un pays qui est capital dans l'aide à l'Ukraine. Georges Simion, c'est quelqu'un qui était anti-Europe, qui était pro-Russie. Donc le fait de pouvoir garantir que la Roumanie restera un État pleinement concerné par l'Europe et pleinement concerné dans le soutien à l'Ukraine, c'est vraiment excellent, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et il faut voir le nombre de commentaires qu'il y a eu sous mon tweet. 854 quand même, avec beaucoup d'insultes, quelques menaces. Et évidemment, tout le monde hurle à la fraude parce que ça c'est le truc à la mode. C'est-à-dire que depuis Trump, dès que vous perdez une élection, c'est qu'il y a forcément une fraude, c'est que vous pouvez pas perdre. Ça, c'est clairement du langage d'extrême droite. Et on va pas se mentir, c'est limite du langage fasciste. Le fait de nier la défaite et d'assurer que votre candidat a gagné à tout prix. En tout cas, cette situation est une très bonne nouvelle pour l'Europe, très bonne nouvelle pour la démocratie, parce que la démocratie roumaine a quand même pas mal vacillé ces derniers mois, avec la première élection qui était annulée pour fraude. Et puis il faut mentionner que c'est surtout une nouvelle humiliation stratégique pour Poutine dans la région parce que il avait déjà tenté d'interférer, même de s'ingérer clairement dans les élections en Moldavie et il avait perdu. Malgré tout l'argent investi, malgré toute la corruption que la Russie avait faite en Moldavie, eh bien les Moldaves avaient choisi l'Europe. Là c'est à peu près la même chose en Roumanie. C'est une nouvelle défaite pour Poutine et une très bonne nouvelle pour l'Europe. Et on voit quand même que la démocratie, ça tient un peu de choses. Mais vous allez me dire, il y a quand même un point notable sur la question de cette élection présidentielle en Roumanie, c'est qu'il y a eu des accusations de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, comme quoi la France se serait ingérée dans ces élections. Alors on va couper court là-dessus, c'est évidemment une fake news. Pourquoi est-ce que Durov fait ça? Tout simplement parce qu'il a la haine contre la France. Il faut bien se rappeler que la France l'a interpellé, l'a détenu il y a quelques mois pendant un certain temps. Et cette fake news, elle a été créée évidemment directement depuis Moscou. Et qui a relayé cette fake news? Eh ben, c'est nul autre que Jordan Bardella, le leader du Rassemblement national, qui a dit, je cite, « Il y a évidemment eu des ingérences de la France, d'élus français dans ces élections. » Alors là, c'est absolument prodigieux, c'est-à-dire que cette personne, Jordan Bardella, il souhaite devenir président, il a l'ambition de devenir le président de la République française et il accuse son propre pays de s'ingérer dans les élections en Roumanie. Donc c'est-à-dire que en fait, il va complètement contre les intérêts de son pays. Il est presque à dire que la France est un État du coup criminel, qui ne respecte pas la charte de l'ONU et qui ne respecte pas le droit international et qui respecte du coup encore moins le peuple roumain. On peut quand même se demander alors si vraiment il soutient la France ou alors s'il travaillerait pas pour quelqu'un d'autre. Et puis en cherchant un peu, c'est vrai qu'il avait raison. Il y a quand même des responsables politiques français qui étaient sur place en Roumanie pendant les élections. Eh ben oui, Thierry Mariani, eurodéputé du Rassemblement national, et Virginie Joron, également eurodéputée du Rassemblement national. Eh ben tous les deux, vous les voyez sur cette photo, ils sont derrière Georges Simion, le candidat de l'extrême droite en Roumanie qui a perdu. Et évidemment, tout le monde dit qu'il n'a pas perdu, il y a eu de la fraude, en réalité il a gagné, les élections ont été manipulées, truquées, il y a eu des ingérences extérieures, notamment de la France. C'est intéressant de voir comment ils sont en train de manipuler l'information, comment ils piétinent la démocratie et ils font tout pour la fragiliser. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir que Jordan Bardella tombe dans le panneau. Parce que même s'il est évidemment d'extrême droite et qu'il soutient d'autres mouvements d'extrême droite, au bout d'un moment, accuser son propre pays de faire de l'ingérence chez un allié, c'est complètement débile. Pas sûr que ça lui réussisse à terme. Sinon, un autre tweet qui a été intéressant, c'est celui sur Ksenia Fedorova. Elle s'est exprimée sur Twitter, elle a dit « Selon Pavel Durov, le chef du renseignement français aurait demandé à Telegram de censurer des voix conservatrices en Roumanie avant les élections. Si vrai, la Russie pratique exactement ce qu'elle reproche à la Russie, censure et ingérence. » Alors, évidemment, c'est pas un secret, Ksenia Fedorova est russe, elle travaille pour la Russie, elle était la rédactrice en chef de Russia Today, une chaîne qui a été censurée dans l'Union européenne, évidemment en France, justement parce que c'est une chaîne de propagande de la Russie. Je vous assure, il suffit de la regarder pendant 10 minutes, vous comprenez très bien que c'est le Kremlin qui écrit chaque ligne. Et elle reprend du coup exactement cette fake news créée de toutes pièces par le Kremlin, et dont il n'y a aucune preuve aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai tweeté, pourquoi est-ce que cette personne est encore en France ?
Dans la lutte informationnelle, c'est quand même hallucinant. On sait que la propagande russe est partout sur nos réseaux. Et là, on laisse clairement un relais de la propagande russe, qui est elle-même de nationalité russe, dans nos médias, sur notre territoire, répandre cette propagande. Et pour être un peu plus direct, on va être honnête, elle n'a rien à foutre là. Elle n'a rien à faire en France. On ne peut pas laisser cette personne sur notre territoire, fragiliser notre démocratie et répandre des mensonges qui sont créés directement à Moscou. Et c'est là qu'on se demande s'il n'y a pas une sorte de naïveté de la part des autorités françaises qui mettent de plus en plus de moyens dans la lutte informationnelle, mais qui laissent ce genre de personnes, comme Madame Fedorova, s'exprimer continuellement dans les médias, sur nos réseaux, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'elle s'exprime et qu'elle dit des mensonges, c'est littéralement la voix de Poutine en France qui s'exprime. Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, on n'est pas en guerre contre la Russie, mais on n'est pas non plus en paix. On est en zone grise. Et la zone grise, c'est le moment où il faut quand même se prémunir un minimum des menaces qui pèsent contre notre démocratie. Et ça passe par dégager les personnes indésirables. Tu relais de la propagande ennemie, tu t'en vas. Surtout que, évidemment, ça pourrait être compliqué juridiquement d'expulser des citoyens français de leur territoire parce qu'ils ont dit quelque chose qui ne va pas avec le narratif du pouvoir en place. Ça, c'est sûr. Sauf que elle est russe. Donc en fait, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un visa, elle doit avoir des papiers pour travailler, pour être en France en liberté, et elle porte atteinte directement aux intérêts français tout en restant en France. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter la naïveté, il faut l'expulser, et si elle veut s'exprimer, elle s'exprimera de Moscou et sa portée sera beaucoup plus réduite. Donc voilà, il faut faire preuve de fermeté. Autre tweet, d'après un sondage du JDD, 76% des Français sont favorables au déploiement de l'armée dans les cités. Alors ça, je pense que c'est vraiment très important. Là, on est dans la politique intérieure, plus dans la politique internationale, mais je veux rappeler ce qu'a dit notre ministre des Armées, Sébastien Lecornu, à ce sujet, c'est que l'armée, c'est fait pour tuer sur ordre. L'armée est faite pour tuer sur ordre. Elle n'est pas faite pour faire du maintien de l'ordre, elle n'est pas faite pour mener des enquêtes, elle est faite pour tuer. Elle est faite pour faire la guerre, pour défendre la France et pour défendre ses intérêts, mais en aucun cas elle n'est faite pour maintenir l'ordre. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, bah oui, tuer les jeunes des cités qui dealent du crack, etc. à longueur de journée, bah au final, si on tue des narcotrafiquants, c'est pas grave. Bah si, c'est grave, parce qu'en fait, juridiquement, on peut pas admettre dans une démocratie de déployer l'armée dans les rues pour combattre des civils. C'est pas possible. Déjà, ce serait un conflit asymétrique, ce serait un conflit civil, une sorte de guerre civile en somme. Et c'est l'occasion de rappeler qu'on est en France, on n'est pas en Russie, on n'est pas en Chine, on n'est pas au Kyrgyzstan ou en Iran, on est en France, on n'envoie pas l'armée pour régler des problèmes liés à la drogue ou liés à l'insécurité. C'est le rôle de nos forces de police et de gendarmerie. Et ça, c'est un sujet qui me touche de près parce que je suis moi-même ancien militaire en gendarmerie. J'étais gendarme adjoint dans ma fringante jeunesse. Et je pense qu'il faut mieux donner plus de moyens à la police et à la gendarmerie pour traiter cette menace, pour traiter le narcotrafic et l'insécurité dans les quartiers, plutôt que de fantasmer un déploiement de l'armée qui ne résoudrait aucun problème et qui poserait d'énormes questions du point de vue éthique et du point de vue juridique. Ce n'est pas en tuant sa population qu'on résoudra le problème du narcotrafic. On n'est pas en Russie. Tweet suivant. Alors là, on est sur quelque chose de très grave, de très important, mais qui passe quand même un peu à côté dans les médias. C'est-à-dire que des soldats israéliens à Jénine ont tiré sur des diplomates de l'Union européenne, mais également de Chine et d'autres pays. Alors là, on est sur quelque chose d'un autre niveau. On savait déjà que les forces israéliennes se montraient violentes à l'égard de diplomates. Il y a quelques années, il y avait eu une diplomate française qui avait été jetée à terre d'un camion pour l'aide humanitaire, etc. Mais là, ils tirent. Alors évidemment, tout de suite, l'armée israélienne s'est excusée et elle a dit que c'était des tirs de sommation. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, on tire dans les airs pour faire peur et pour forcer les gens à partir. La sommation, on n'est pas sûr. Quand on regarde les images, on a quand même 2 militaires qui visent directement les diplomates. Je rappelle que le personnel diplomatique est sacré. Même si vous êtes en guerre contre un pays, vous n'attaquez pas son personnel diplomatique, on ne tue pas le messager, c'est comme ça. Et le personnel diplomatique est protégé par les conventions de Vienne. Et là, du coup, on voit un État soi-disant démocratique, Israël, qui tire directement sur des diplomates. Alors ça, c'est quelque chose, la Chine ne le fait pas, la Russie ne le fait pas, mais Israël se permet de le faire. Et en plus, sur des diplomates de pays alliés, de l'Union européenne. Il y avait des diplomates français, belges, enfin, d'un peu partout. Donc non seulement c'est intolérable, et puis évidemment, dans mon tweet, je pose la question, est-ce que Israël est toujours un allié qu'il faut soutenir? En fait, vous ne pouvez pas avoir un pays
qui vous antagonisent systématiquement, qui vous donnent des leçons, qui tirent sur vos diplomates et continuez à le soutenir. Surtout quand ce pays est en train de commettre des actes d'une atrocité sans commune mesure dans la bande de Gaza. Et des actes qui s'apparentent à un génocide. Le terme de génocide, c'est un terme juridique, donc moi je suis pas juriste, donc j'ai pas trop envie de l'utiliser, mais honnêtement, on va pas se mentir, ce qui se passe à Gaza est extrêmement grave. Donc est-ce qu'Israël est toujours une démocratie? Est-ce qu'Israël respecte le droit international? Et surtout, est-ce que l'Europe a envie de garder Israël comme allié? Le problème, c'est que l'Europe, elle est complètement prostrée, parce qu'il y a une forme de culpabilité de ce qui a été fait aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est bien normal. Et du coup, on laisse une totale impunité à Israël pour ce qu'elle fait sur Gaza. Alors on crée des communiqués, on condamne, on s'insurge sur ce qui est fait, mais au final, il y a très peu de mesures concrètes qui sont faites pour arrêter Netanyahou. Mais je pense que petit à petit, les Européens vont finir par se dresser contre ce qu'est en train de faire Netanyahou. Et je pense que le plus tôt sera le mieux, parce que vraiment ce qui se passe actuellement à Gaza est intolérable, est inhumain. Et puis maintenant, il y a carrément l'armée israélienne qui tire sur nos diplomates. Mais comment est-ce qu'on peut accepter ça? Alors apparemment, il me semble que l'ambassadeur israélien à Paris a été convoqué. Tous les autres pays qui avaient des diplomates se sont insurgés aussi, parce qu'enfin, tout le monde a halluciné. Et il va vraiment falloir finir par prendre des mesures concrètes et fortes contre Israël, parce que on veut faire preuve de fermeté contre la Russie, mais ce qu'est en train de faire Israël, c'est pareil, voire pire. Et le dernier tweet dont je vais vous parler aujourd'hui, ça vient d'une information de CNN, comme quoi le commandement russe ordonne aux soldats de tuer les prisonniers ukrainiens. Alors évidemment, c'est pas un secret, c'est quelque chose qu'on savait déjà, on a tous vu ces vidéos de soldats ukrainiens qui se font assassiner par les soldats russes alors qu'ils s'étaient rendus et qui sont désarmés. Mais là, ce qui est important, c'est que c'est carrément un ordre, c'est-à-dire que c'est pas des actions isolées sur le front. Vous avez un sergent qui va dire aux soldats, bon bah allez, tu les dégages. Là, c'est des ordres qui viennent d'en haut, donc c'est-à-dire que c'est des ordres qui ont été intellectualisés en amont et que du coup, c'est décidé par le Kremlin que dans certaines zones, on ne fait pas de prisonniers. Alors évidemment, c'est une violation très grave des conventions de Genève qui protègent les prisonniers en temps de guerre. Et c'est une énième preuve que la Russie méprise le droit international. Et ça pose la question de sommes-nous vraiment prêts pour ce qui est en train de nous arriver droit dessus? En France, il y a des gens qui se demandent si c'est vraiment une bonne idée de sortir du traité d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Mais en face, il y a un pays qui n'hésite pas à ordonner à ses soldats de tuer les prisonniers froidement. Est-ce qu'on se rend compte quand même du degré de différence entre les deux pays? Moi, j'aime bien utiliser la métaphore du nuage noir. C'est-à-dire qu'au-dessus de la Russie, vous avez un immense nuage noir qui s'approche petit à petit de nos frontières, qui est déjà au-dessus de l'Ukraine. Et ce nuage noir, on le regarde tous en se disant genre, oulala, il va pas faire beau, faut vraiment pas que la tempête arrive sur nous. Mais au final, est-ce qu'on se prépare vraiment à ça? Est-ce qu'on est vraiment prêt à rentrer dans un conflit dans lequel clairement la Russie n'aura aucune limite, puisqu'elle n'a aucune limite en Ukraine? Face à un autre État européen, elle n'aura pas de limite non plus. Et c'est la preuve que les négociations et les traités qui sont signés par Poutine, ils ne valent rien, il en a rien à foutre. Et c'est la réalité, c'est la vérité. Poutine, il ne compte que sur la force brute. Il peut vous signer un traité et 2 ans après quand même vous attaquer. Il créera un mensonge, il créera des malversations, mais il n'en a rien à faire du droit international. Il fait comme il veut. Donc à partir de là, face à la force brute et face à l'inutilité du droit international, il faut qu'on se montre ferme. Et pour éviter tout conflit, il faut qu'on ait une dissuasion crédible. Et la dissuasion crédible, ça passe tout simplement par une puissance militaire colossale à opposer à la Russie. Une puissance militaire colossale, une cohésion interétatique forte entre États européens, et je vous assure que là, la Russie ne tentera rien du tout. Le problème, c'est qu'on n'en est pas encore là et qu'il est probable, je dis pas possible, mais vraiment probable, que dans les prochaines années, la Russie agresse un autre État européen. Ça sera pas forcément une guerre avec des millions d'hommes qui vont se jeter quelque part, je pense que ce sera quelque chose de plus hybride. Et il y a des scénarios qui parlent de ça, par exemple, prendre quelques kilomètres carrés en Estonie, quelques kilomètres carrés dans le nord de la Finlande, et tester les limites de l'OTAN. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que le nuage noir, il est là, il grandit et il se rapproche. Il faut être prêt, parce que je crois sincèrement que l'orage va être sur nous d'ici quelques années. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo pour les tweets de la semaine. Il s'est passé quand même pas mal d'événements intéressants dans la semaine et je me disais que c'était une bonne idée de revenir dessus plutôt que de faire une vidéo pour chaque événement, ce qui m'aurait pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup.
Objectif, c'est le million d'abonnés. Hein. On est quand même dans une période où chaque semaine il se passe des événements maintenant. C'est quand même assez inquiétant et on voit que les tensions grandissent un peu partout. Donc voilà, moi je continue à faire des vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite. En tout cas, prenez soin de vous, soyez sages, pas de bêtises et à bientôt. Allez, salut!